Pour ceux qui, comme moi, ne peuvent pas s'empêcher de regarder leur portefeuille tous les jours, vous n'avez pas pu passer à côté de la nouvelle. Le marché est entré assez fortement dans le rouge. Pas suffisamment pour qu'on parle d'un crash non plus, mais la baisse est quand même significative et brutale. À l'heure où je tourne cette vidéo, donc lundi 5 août au soir, et basé sur une période d'un mois, le Nikkei a chuté de 23,29%, le Nasdaq 100 de 18,4%, le S&P 500 de 7,82%, le MSCI World de 7,71%, et même l'indice pays émergent n'est pas épargné, on parle de 7,43% sur un mois. Bien sûr, les ETF à effet de levier sont encore plus durement touchés, avec moins 27,22% pour le Nasdaq x2. Personne n'est épargné, et j'ai moi-même perdu 8,3% sur cette très courte période. Cette vidéo sera en deux parties. La première concernera la chute en elle-même, les raisons de celle-ci et pourquoi il n'y a pas vraiment de quoi paniquer. La deuxième sera beaucoup plus opportuniste. On verra comment retourner la situation et profiter de cette baisse pour aller chercher du rendement. Alors pourquoi cette chute se produit-elle ? Il faut déjà savoir que ce sont en fait les États-Unis qui pilotent un peu le monde entier sur les actions. Vous avez dû apprendre en cours d'histoire qu'il y a eu en 1929 un crash aux États-Unis et que ça a entraîné presque le monde entier dans une période difficile sur plusieurs années. Eh bien, rien n'a trop changé à ce niveau-là. Si les États-Unis sont en galère, eh bien nous aussi. Et justement, basé sur des statistiques comme les données sur l'emploi, l'activité manufacturière, les inscriptions au chômage et beaucoup d'autres, vous épargne la liste, eh bien les investisseurs estiment justement que les USA sont en galère pour l'instant à cause de ces nouvelles données sorties très récemment. On redoute maintenant une récession chez eux, et les investisseurs ont ajusté leur position par rapport à ça. De plus, les valeurs de la tech américaine étaient fortement valorisées, et même un peu trop visiblement, à cause de résultats décevants de leur part, et sachant qu'elles sont toutes un minimum liées entre elles, eh bien les prix ont dégringolé. La chute historique de la bourse de Tokyo vient exacerber encore un peu ce phénomène, elle-même liée au renforcement du yen en plus des autres paramètres déjà cités. Elle a en effet chuté de 12,4% en une seule journée, ce qui est historique. Vous le voyez, il n'y a en réalité rien de bien méchant dans le fond, pas d'énorme crise ni de guerre mondiale. Les investisseurs particuliers et professionnels essayent juste de timer le marché et de faire des profits en prédisant le futur, rien d'inhabituel. Et un beau jour, il y a très fort à parier qu'une bonne nouvelle viendra redonner des couleurs au marché. En effet, chaque chute a toujours été suivie d'un rebond, depuis des centaines d'années. C'est pourquoi la bourse existe toujours aujourd'hui et qu'elle est toujours aussi rentable, voire même plus qu'avant. Bien sûr, ce rebond peut prendre un peu de temps, et il est donc important de faire preuve de résilience. Enfin, pour bien comprendre l'importance d'une chute, il nous faut dézoomer un petit peu. Bien sûr que 18,4% de baisse en un mois sur le Nasdaq 100 par exemple, c'est assez impressionnant. Mais en regardant l'évolution de cet indice sur une année glissante, donc depuis 365 jours, on se rend compte qu'elle est en fait assez méritée si j'ose dire. Malgré cette chute récente, le Nasdaq grimpe tout de même de 17,69%, ce qui reste excellent. Comme je vous l'avais mentionné dans une autre vidéo, le marché est comme un élastique qui peut s'étirer vers le haut et le bas. Plus vous le faites, et plus il sera difficile de conserver cette position, l'élastique ayant irrémédiablement envie de retrouver sa position d'origine. Et cette fameuse position d'origine est d'environ 15 ou 16% pour le Nasdaq 100. Donc tout va bien, pas besoin de paniquer, ces turbulences étaient prévues, et si vous avez bien investi de l'argent dont vous n'avez pas besoin et sur le long terme, il n'y a strictement aucun souci à vous faire. Ne vendez pas, cela n'aurait aucun sens. Si vous souhaitez passer à l'action, eh bien il vaudrait mieux faire précisément l'inverse. Voyons maintenant comment faire pour profiter de cette chute, qui est en fait une belle opportunité. Il y a beaucoup de choses faisables avec des instruments financiers avancés, mais je vais essayer de vous proposer des idées beaucoup plus simples. J'en distingue 5, et je vais vous les présenter de la moins à la plus risquée. Idée numéro 1, acheter des obligations. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent sur cette chaîne, ou alors je dis d'elles qu'elles sont des investissements sécurisés, destinés principalement aux personnes proches de la retraite. Et je le pense toujours, mais les obligations sont inversement corrélées aux actions, et vu que les actions vont assez mal aujourd'hui, eh bien les obligations se portent quant à elles drôlement bien, et en faisant l'acquisition dès maintenant, vous profiterez d'un taux plus avantageux que d'habitude, et ce sur un actif assez peu risqué et parfait pour diversifier un patrimoine trop centré sur les actions. Cela dit, je ne les recommande toujours qu'à des gens ayant une tolérance au risque très faible, y compris dans ce scénario. Déjà parce qu'elles ne sont pas accessibles au PEA, donc taxées à hauteur de 30% sur plus-value, mais ce n'est pas tout. Idée numéro 2, acheter des ETF. Les actions vont mal, donc c'est le moment d'en acheter. Certes, les obligations ont augmenté, mais les actions vont augmenter pendant le rebond, assez fortement sans doute. Et vous avez l'opportunité de les acheter pour moins cher, et ce depuis le PEA, donc moins d'impôts à payer. Cette option est celle que je recommande réellement à monsieur tout le monde,
Si votre tolérance au risque est parfaitement moyenne, c'est ce que j'aurais tendance à vous conseiller, car les risques encourus sont en fait vraiment faibles. Enfin ça c'est surtout vrai si vous utilisez un ETF solide, comme le World ou le S&P 500 notamment. Pour aller chercher du rendement au prix d'un peu de sécurité, il y a cependant mieux à faire. Idée numéro 3, investir en ETF à effet de levier. Allez, rentrons dans le vif du sujet, je pense que la plupart d'entre vous sont là pour ces 3 dernières stratégies. Un ETF à effet de levier multiplie les performances du marché par un certain chiffre, 2, 3, 4, et certains sont accessibles au PEA, comme notamment le Nasdaq 100 x2 et le MSCI USA x2. Donc concrètement, ils ont subi à peu près 2 fois plus de dégâts pendant cette chute, et dans l'idée ils sont donc 2 fois plus en solde. De plus, ils profiteront 2 fois plus du rebond, vos résultats seront donc bien meilleurs. En effet, si l'ETF basique vaut 100€, chute de 10% à 90, moment auquel vous l'achetez, et remonte de 11,11% à 100, son niveau d'origine, vous gagnez 10€. Mais le x2 sera tombé à 80, vous l'achetez, et il remontera à 97,78, donc vous gagnez presque le double. Pas si mal, non? Pour un actif éligible au PEA, en plus de ça, vos plus-values ne seront taxées qu'à hauteur de 17,2% quand et si vous les retirez. Cette stratégie certes un peu risquée se révèle en fait assez sécurisée dans le cas où vous redirigez simplement vos investissements mensuels. En effet, mettre 200€ sur le MSCI USA x2 plutôt que sur le S&P 500 une fois ou deux ne vous change pas grand chose, donc je n'ai pas trop de problème à recommander cette stratégie si votre tolérance au risque est un peu élevée, et s'il vous est possible d'obtenir des liquidités en vendant des choses encombrantes et inutiles ou en travaillant un peu plus, elles fructifieront très bien de cette façon également. Idée numéro 4, revendre pour acheter du x2. Attention, je ne recommande pas cette stratégie, ni la prochaine d'ailleurs, mais je trouve ça intéressant d'en parler quand même pour la science. Revendre vos ETF au plus bas peut sembler être une parfaite aberration. Pourtant, si vous utilisez cet argent pour racheter directement du x2, les maths seront de votre côté. En effet, un ETF x2 remontera beaucoup plus vite qu'un classique. Donc en convertissant vos classiques en levier, eh bien vous profiterez mieux du rebond. L'idée est très simple, mais le risque encouru est plutôt élevé. Si le crash continue, vous le subirez encore un peu plus à cause de l'effet de levier, donc vos gains ne seront pas forcément si importants que ça à terme, en plus de ne pas être garantis. De plus, conserver des ETF leveraged est généralement déconseillé à cause du beta slippage, le phénomène venant grignoter doucement les performances de vos ETF. Il est toujours possible de jauger le risque à votre convenance, en vendant plus ou moins de vos ETF classiques bien sûr. Idée numéro 5, prendre un crédit pour acheter du x2. On y est, c'est la technique la plus dangereuse dont j'ai à vous parler, et celle présentant le meilleur rendement potentiel bien sûr. Mais potentiel étant un mot-clé, il n'y a aucune garantie, et vous serez assez mal embarqué si vous n'avez pas de chance. Le principe est encore une fois plutôt simple finalement. À l'heure actuelle, vous trouverez des crédits à la consommation aux alentours de 4%. Vous pouvez donc emprunter 10 000€ sur 4 ans par exemple, un taux proposé par Boursorama, pour ne citer que. Le crédit vous coûte à terme 10 801€, ce qui signifie que vous devez gagner 801€ en 4 ans pour rendre l'opération rentable. Réussir à faire ça est de toute façon hautement probable, car la bourse c'est 10% par an en moyenne, et là vous devez faire 8% en 4 ans. Mais en cas de crash c'est encore plus probable. En effet cet argent n'est pas le vôtre, mais il est à disposition un peu tout le temps. Vous pouvez donc très bien ne pas utiliser cette option du tout et attendre tranquillement que le crash soit réellement énorme. Je m'explique. S'il est de 8 à 23% comme aujourd'hui et que ce n'est pas assez à votre goût et que vous ne prenez pas le crédit, vous ne perdez rien. Mais si le crash continue, eh bien prendre un crédit devient en fin de compte de plus en plus sécurisé. À 10% de baisse, il est parfaitement envisageable que ça s'empire, mais à 30%, c'est déjà tellement énorme que de plus en plus d'investisseurs vont chercher à profiter du rebond, ce qui risque bien de créer ce rebond justement. Ce ne sont que des maths. Dans les faits, s'endetter pour investir est risqué, et les ETF leveraged sont eux-mêmes risqués, et devinez ce qu'on obtient en combinant les deux. Un max de risque. C'est pour cette raison que je ne conseille ni cette idée, ni même celle d'avant. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le monde de l'investissement, j'ai 3 options pour vous. Allez voir mon guide, dont le lien apparaît en haut et en description. Posez vos questions en commentaire, c'est toujours un plaisir d'y répondre et de débattre. Enfin, pour des conseils plus approfondis et personnalisés, je propose des sessions de coaching individuel rapides, efficaces et abordables. Plus d'infos en description. Sur ce, il est temps que je retourne voir l'état de mon PEA. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.